Voilà pour cette conférence de presse entre Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron. Depuis l'Elysée, Emmanuel Macron qui évoque un moment qui pourrait être décisif pour l'avenir de la paix. Il parle de la Russie comme d'une dictature. De son côté, Volodymyr Zelensky assure: nous devons terminer la guerre de manière digne et préserver l'indépendance de l'Ukraine. Pas de nouveaux plans, vous l'aurez compris, sur la table, mais il s'améliore selon Volodymyr Zelensky qui annonce des clarifications à venir du côté de la Russie parce que vous le savez maintenant, la balle va être dans le camp de la Russie puisque Witkoff, l'émissaire américain, arrive demain au Kremlin. Il sera question des territoires également dans ce que nous allons évoquer, de ce qui coince encore après les discussions à Mar-a-Lago ces dernières heures. Et puis vous entendrez à quel point de nombreuses reprises Emmanuel Macron a tenu à saluer l'effort de médiation des Américains. Ce n'est pas anodin dans le jeu qui s'établit actuellement, jeu avec des guillemets bien évidemment. Merci beaucoup à mes invités d'être à mes côtés. Magali Barthez, merci, éditorialiste international LCI. Guillaume Roquette, merci également, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Bonjour, colonel Michel Goya, merci également d'être là, consultant militaire LCI. Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky, ils se sont également en coulisses entretenus avec Steve Witkoff et Roustem Umerov, négociateur américain et le négociateur ukrainien. In fine, qu'est venu chercher Volodymyr Zelensky, mais qu'a-t-il réellement obtenu aujourd'hui, colonel ? Alors, ce qui est intéressant un peu dans cette séquence, cette nouvelle séquence diplomatique qui a commencé, en gros, avec l'apparition de ce plan russe, on va l'appeler le plan russe, de 28 points, c'est qu'on a basculé un peu dans, peut-être pour la première fois, dans une diplomatie un peu plus secrète. Ce qui est un peu la norme en diplomatie. Normalement, on ne dit pas exactement ce qu'il y a dans les papiers sur lesquels on discute. On ne met pas tout sur la place publique. Et donc, on a, depuis le début de cette séquence, effectivement, il y a des gens qui se réunissent, qui travaillent, qui modifient les textes, mais on ne sait pas très bien ce qui est ressorti de Genève, on ne sait pas très bien ce qui est ressorti de Mar-a-Lago, et donc on ne sait pas très bien avec quoi Steve Witkoff va se rend à Moscou. Et c'est peut-être, accessoirement, une bonne chose de travailler un petit peu comme ça. Mais en même temps, il faut annoncer quand même des choses. Alors, concrètement, on n'a rien annoncé dans cette conférence de presse de très précis, justement. Mais voilà, c'est une manière, on est dans la posture quand même, c'est une manière pour Emmanuel Macron de continuer à montrer son soutien, de montrer qu'on est toujours là. C'est une manière pour Zelensky de venir un peu trouver du soutien. C'est-à-dire que pour l'instant, lui, il fait un peu l'équilibriste entre... D'abord, il y a la pression russe, bien sûr, mais aussi la pression américaine. Il y a sa pression du peuple, on n'en parle jamais assez, mais il ne faut jamais pas oublier que le peuple ukrainien, l'opinion publique, elle est quasiment partie prenante aussi de ces négociations. Volodymyr Zelensky, il n'ira jamais à l'encontre de la volonté profonde de son opinion, serait renversé. Et dans ce cadre-là, lui-même est un petit peu fragilisé donc, par ses affaires de corruption. Donc il est quand même là dans une situation d'équilibre un peu instable, dans lequel il est faible. Et puis voilà, il vient trouver un peu de soutien auprès de ses alliés, mais qui vient voir quand même, il faut quand même le rappeler, en second quand même, toujours. C'est America First. Et puis ensuite, on va rendre compte avec les alliés pour les maintenir comme un peu dans le jeu. C'est symbolique. Malgré tout, c'est pas inutile. Mais voilà. Mais globalement, on est toujours maintenant, on est dans un cours de processus, un processus qui peut durer très longtemps et on peut avoir des réunions comme ça encore pendant très longtemps où on ne saura pas trop où on va. Ce qui est à peu près certain, je termine là-dessus, c'est que le point de blocage, il faut être clair, c'est le territoire. Voilà. Les Russes veulent absolument que les Ukrainiens évacuent ce qu'il reste, ce qui contrôle encore du Donetsk. Les Ukrainiens ne veulent pas, évidemment, c'est logique. Et donc, à partir de là, rien n'est possible. Tout le reste, peut-être qu'on peut discuter. Mais là, c'est le point de blocage. Et accessoirement, je ne vois pas très bien comment il pourrait se résoudre à court terme. Donc je suis assez pessimiste sur l'issue en réalité de ces négociations. Mais bon, on verra. On est parti certainement sur encore une longue séquence. Mais en tout cas, négociation, il y a, puisqu'encore une fois, ces toutes dernières heures,
On ne s'y attendait pas, en quelque sorte, mais il y a eu d'ultimes discussions, peut-être entre Witkoff et Oumerov, avant que Witkoff ne soit entre les murs du Kremlin. Alors, je ne sais pas si c'est au Kremlin précisément qu'auront lieu les discussions avec les Russes. Mais voilà, les Ukrainiens pas totalement hors jeu dans les dernières heures non plus. C'est aussi ça le signal, ou je me trompe complètement? Non, on sent en effet que les négociations, elles ont continué aujourd'hui, ce qu'on n'avait pas anticipé aux États-Unis, entre les Ukrainiens et les Américains, justement avant d'aller en Russie. Donc est-ce que ça veut dire que le plan a été un petit peu amendé, dans un sens ou non favorable à l'Ukraine? On voit que dans la toute dernière ligne droite, avant d'aller à Moscou, en effet, le plan, il n'est pas encore complètement fixé et il est en permanence en négociation. Ce qui est intéressant aussi aujourd'hui, c'est de voir en effet que les Européens, mais une fois de plus, et c'est vrai qu'on a l'impression de revivre la scène en permanence, mais essayent de se remobiliser, parce que à l'Élysée, on savait donc que cette rencontre allait avoir lieu, mais on ne savait pas que tout à l'heure, après le déjeuner, Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky ont eu les dirigeants européens au téléphone, en plus de Witkoff, donc l'émissaire américain et le négociateur ukrainien. Et ils en ont eu beaucoup. Ils ont eu le Britannique au téléphone, ils ont eu le chancelier allemand, les dirigeants danois, finlandais, polonais, italiens. Enfin, on voit qu'il y a une volonté de battre le rappel quand même avant le rendez-vous qui est extrêmement important de demain. On n'est pas dans le secret des dieux, bien sûr, mais qu'avait-il à mettre sur la table dans la dernière ligne droite qu'on ne puisse partager ensuite je pense que la discussion, elle est sur ces fameuses garanties de sécurité que veulent apporter les Européens. On sent bien Emmanuel Macron qui ne cesse de remercier les Américains. Allez, on va en parler. Mais en permanence dit, mais attention, après il faudra compter avec nous parce que c'est nous qui assurons en partie les garanties de sécurité. Juste un dernier mot, on sent quand même un Emmanuel Macron qui n'est pas très très optimiste. Quand il dit que maintenant finalement c'est le moment fatidique, on va voir si les Russes ou pas veulent vraiment faire un pas vers la paix. Et il rappelle quand même que déjà 3-4 fois, il y a eu un plan de cessez-le-feu qui a été présenté à Moscou et qu'à chaque fois, ils ont dit non. Et c'est vrai, Guillaume Roquette, vous l'avez effleuré, Magali Barthez, il faudrait compter combien de fois Emmanuel Macron a tenu à saluer l'effort de médiation des Américains. Il y a vraiment un message, maintenant on l'a compris, qu'il faut passer à Donald Trump, le remercier pour son travail, pour ne pas être taxé d'ingratitude à l'issue, mais quand même essayer de passer quelques messages. C'est un exercice d'équilibriste, là. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à cette volonté d'Emmanuel Macron de ménager Trump. La première, c'est le principe de réalité. Les Américains sont en position de force et l'objectif des Européens est d'essayer de modifier le plus possible ce rapport de force, parce que si Trump et Poutine font affaire de leur côté, eh bien c'est l'Ukraine qui en pâtira. Et puis il y a aussi le fait que l'Europe est divisée sur ce sujet, parce qu'il y a ceux qui sont assez offensifs, qui considèrent qu'il faut renégocier en profondeur le plan tel qu'il a été annoncé par les Russes et les Américains. Et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus prudents, parce que les Européens disent attention, on ne peut pas se fâcher avec Trump parce que nous dépendons des États-Unis pour notre protection, et que donc il faut absolument qu'on soit dans une logique de collaboration. Et donc Emmanuel Macron, chose de façon assez habile, à la fois remercie en permanence le président américain, mais en même temps dit attention, la paix ne pourra pas se faire sans nous, parce que les Européens sont partie prenante dans les sanctions, parce qu'ils sont partie prenante dans le déploiement de garanties de sécurité, mais quand même, la voie, elle est extrêmement étroite. On voit bien que les deux hommes qui sont à l'écran, ils essayent à tout prix de mettre un pied dans la porte, de peser dans la négociation, mais ils sont en position de faiblesse, clairement. Donc, vous l'avez compris, nous avons eu ici le président français, mais derrière lui, les dirigeants européens et Volodymyr Zelensky qui ont tenté un dernier coup de pression, en quelque sorte, avant que Witkoff, l'américain, l'émissaire américain, n'arrive demain à Moscou. On reprend la direction de Moscou, justement, pour vous retrouver, Charles Diveau. Charles Diveau, dites-nous bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Qu'attendent de la visite de Steve Witkoff, d'après vos informations à vous ? Alors, très concrètement, ce que le Kremlin attend, c'est de savoir ce que Steve Witkoff va leur proposer, leur présenter comme plan, comme point de négociation. Parce que ce qui est assez intéressant ici, c'est que le Kremlin précise, dès qu'il le peut, à qui veut l'entendre, que la Russie est bel et bien prête pour la paix, mais une paix qui doit être faite aux conditions russes. Vous en parliez, la question des territoires, elle est primordiale aux yeux du Kremlin. Pour la Russie, pour Vladimir Poutine, cela ne fait aucun doute. Là où l'armée russe se trouve
trouve en Ukraine doit faire partie du territoire russe. C'est un point non négociable selon lui pour qu'il puisse y avoir un traité. Alors cette discussion, on imagine qu'elle sera sur plutôt un bon thème, un bon ton plutôt, parce que les deux hommes se connaissent. Ce sera la 6e fois qu'ils vont se rencontrer. Voilà en tout cas ce qui sera très certainement débattu demain en tout début plutôt d'après-midi ici à Moscou entre les deux hommes. Merci beaucoup Charles Divot. Qu'attendre selon vous demain de cette visite de l'émissaire américain à Moscou ? À mon avis, rien. Non, mais il faut être clair. Hein. Je ne vois pas en quoi Vladimir Poutine, comme l'a rappelé Emmanuel Macron, qui a toujours dit non. Qui a toujours dit non à toutes les propositions américaines. Hein, on en a quand même depuis un paquet. On fustige un petit peu, enfin on se moque un petit peu des Européens. Ils sont pas là, ils sont là, ils sont pas là. Ils pèsent pas sur les événements. Mais bon, l'agitation américaine, volontarisme trumpien, il a donné quoi comme résultat ? Rien. Voilà. On n'a pas avancé dans iota en direction de la paix ou d'un cessez-le-feu ou de quelque chose. Donc le maître du jeu, c'est toujours Vladimir Poutine. C'est lui qui décide finalement de la fin ou non de la guerre. Toutes les pressions qu'on a pu faire sur lui ou les semi-pressions de Trump, visiblement ça rebondit sur lui comme des boulettes de papier. Voilà. Alors c'est pas très bien ce qui va être présenté évidemment à Vladimir Poutine. On imagine, comme je disais tout à l'heure, que les Ukrainiens ont dit non au territoire. À la cession de territoire, et à partir de là, je pense que Vladimir Poutine va dire ok, on continue. Alors, et si les discussions étaient conditionnées également à une autre information ? Et si ce qui se cache vraiment derrière le plan de paix pour Trump et l'Ukraine, c'est l'argent ? L'argent et encore l'argent, des contrats, du gaz, mettre la main sur les avoirs gelés. Nous allons vous raconter une histoire maintenant. Selon le journal économique The Wall Street Journal, les négociations secrètes entre les États-Unis et la Russie sont en cours depuis des mois entre les États-Unis et la Russie. Kirill Dmitriev aurait même présenté une liste de projets commerciaux d'une valeur de plusieurs milliards de dollars que les gouvernements américains et russes pourraient entreprendre conjointement. Et si les seuls leitmotifs de Trump étaient les affaires avant la frontière, faites de l'argent et pas la guerre. On en parle également avec vous. Jean-François Colossimo, je vous en prie, faites votre entrée sur ce plateau. Vous êtes historien, directeur général des éditions du CERF. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Il y avait longtemps, n'est-ce pas ? Soyez le bienvenu. Alors, avant de vous entendre, on va poser les faits avec vous, Magali. On va parler justement de ces informations du Wall Street Journal. Tout d'abord, sur la table des discussions, on va dire économiques et purement économiques entre Américains et Russes, il pourrait y avoir la question des actifs russes gelés. Oui, parce que en fait, les Russes sont arrivés à Miami avec cette idée d'offrir finalement aux Américains ces fameux 300 milliards d'actifs russes gelés dans le monde. Alors c'est vrai qu'ils sont essentiellement en Europe. Et c'est pour ça que quand les Européens ont découvert le plan, la proposition initiale, mais ils se sont étranglés parce que ce que proposait Dmitriev, donc le négociateur russe, c'était de dire aux Américains: tordez le bras aux Européens, récupérez ces actifs russes et avec ces 300 milliards, nous allons investir ensemble en Ukraine et dans la reconstruction du pays, faire de grands projets et en proposant en plus aux Américains d'en tirer 50% des dividendes. On voit que Dmitriev, donc le négociateur, l'envoyé économique, c'est quand même comment parler aux Américains et notamment à Witkoff, pour qui évidemment la coopération économique manifestement c'est essentiel. Alors les entreprises russes et américaines pourraient exploiter également ensemble les ressources minérales arctiques. Oui, on voit que dans ces négociations, d'après le Wall Street Journal, c'est vrai que les Russes proposent des contrats extrêmement juteux en fait aux Américains, leur proposent d'exploiter ensemble les ressources notamment minières de l'Arctique, plus accessibles aussi avec le réchauffement climatique. Ils leur proposent des contrats gaziers. Il y a des oligarques russes, ça c'est ce que raconte le Wall Street Journal, qui se rapprochent discrètement des grandes entreprises américaines pour leur faire miroiter des sommes absolument mirobolantes jusqu'à la conquête spatiale qui est évoquée. Pourquoi pas une mission conjointe vers Mars avec SpaceX, la société d'Elon Musk. Il faut savoir que le patron de l'agence russe Roscosmos a visité la NASA
voyez, c'était fin juillet. Il est à l'image et il est allé se renseigner pour voir ce qui était possible, en effet, de faire ensemble les Américains et les Russes pour aller donc faire de grands projets dans la conquête spatiale. Là aussi, on sait comment parler à Donald Trump. On sait que pour lui, c'est absolument essentiel. Kirill Dmitriev et Steve Witkoff ont également pensé à tout. Ils ont positionné différentes entreprises russes et des entreprises américaines pour profiter d'accords commerciaux si d'aventure la paix revenait en Ukraine. Au cœur des attentions, pétrole et gaz. Oui, alors vous vous souvenez bien sûr de Nord Stream 2, c'est ce gazoduc sous sanction qui devait irriguer l'Allemagne, notamment de gaz russe bon marché, et puis qui a été saboté probablement par des Ukrainiens. Eh bien, manifestement, il y a un investisseur qui est basé à Miami, qui est un très proche de Donald Trump, un donateur aussi de sa campagne, qui est en train de faire un lobbying intensif en ce moment, c'est ce que raconte le Wall Street Journal, pour obtenir du gouvernement américain l'autorisation de reprendre en fait l'exploitation de Nord Stream 2. Ça aussi, ce serait dans la balance des négociations. Et cet Américain, évidemment, il a pris rendez-vous avec Steve Witkoff pour discuter de cela avec lui. Il y a un autre point sur lequel je voulais insister, c'est le projet gazier Sakhalin. Alors ça, c'est dans l'extrême-orient russe. Vous savez qu'ExxonMobil avait 30% de participation avant le début de l'invasion, et puis ils ont été obligés, les Américains, de se retirer de ce projet. Eh bien, manifestement, dans les discussions d'ordre économique, eh bien, les Russes proposeraient aujourd'hui aux Américains de revenir en Russie, exploiter ce magnifique champ gazier. Vous voyez, des affaires, c'est vraiment le leitmotiv manifestement du côté des négociateurs américains. J'ai encore une petite chose à vous montrer. Regardez ce qu'a tweeté le patron du fonds souverain russe, Kirill Dmitriev. Plus de 150 entreprises américaines, a-t-il écrit, opèrent actuellement en Russie, dont plus de 70% depuis plus de 25 ans. C'est pas tout. Il ajoute, les entreprises américaines ont perdu plus de 300 milliards de dollars de profits non réalisés en Russie à cause des politiques de Biden. Et puis il ne s'arrête pas là. L'envoyé de Poutine affirme avoir reçu par le passé un prix de la Chambre de commerce américaine pour son leadership dans le dialogue États-Unis-Russie. Merci beaucoup, Magali. La question, c'est celle-ci. Est-ce que Jean-François Colossimo, en fait, ils se tiennent économiquement parlant, alors qu'on me dit que Volodymyr Zelensky est en train de quitter l'Elysée? Je m'arrête un instant sur cette image, les images du soutien. La séquence va se poursuivre dans la soirée. Il y a des événements pour demander le retour des enfants ukrainiens de Russie. Tiens, Jean-François Colossimo, oui. Quel mot vous posez sur cette image, vous? On parle de moments décisifs ces derniers jours, ces dernières heures. Que deux présidents qui sont tous les deux, dit bien différemment, en difficulté, se soutiennent pour essayer de faire en sorte que l'Europe existe face à ce conflit. Le président Zelensky, on le sait, est ébranlé, d'abord parce que sa cote de popularité est extraordinairement basse, ce qui est, après tout, attendu, n'est-ce pas, à l'issue de 4 ans de guerre, d'une guerre sanglante où beaucoup d'Ukrainiens ont perdu la vie. Deuxièmement, il y a ces affaires de corruption, bien que moi, je pense que, en fait, la corruption a toujours existé en Ukraine. On le sait depuis 2022, ça ne va pas empêcher de soutenir l'Ukraine. La corruption est aussi totale en Russie. Ce n'est qu'en Russie, elle est pyramidale, elle est organisée autour de Poutine. Là, c'est une corruption horizontale, totalement anarchique. C'est grave, bien sûr, mais en même temps, je dirais que ces révélations coup sur coup tombent sur l'état de corruption autour du président Zelensky, alors qu'on est véritablement dans un moment d'arrache en termes de négociation pour la paix. Je trouve ça tout à fait quand même, je dirais, coïncidence un peu surprenante, n'est-ce pas, tout de même. Voilà. Et évidemment, Zelensky est affaibli. Mais en même temps, voilà, le président Macron incarne cette volonté européenne tout de même de résister au diktat de Poutine. Merci Jean-François Colossimo. Alors qu'on regarde cette image de la voiture de Volodymyr Zelensky qui repart de l'Elysée. Et j'en reviens à ma question sur ce plan secret Trump-Poutine. On vient d'expliquer avec Magali que les Russes seraient arrivés avec des contrats à plusieurs milliards pour essayer en gros de séduire les Américains. On verra si tout ça va percer. Mais ma question c'était celle-ci. Est-ce qu'ils se tiennent économiquement parlant, Russes et Américains? En somme, Trump veut prendre la main sur le business des Russes, surtout après la guerre. Ils en ont besoin. Et de leur côté, les Russes ont besoin de l'argent des Américains. Bref, tout ça est imbriqué.
Et tout cela risque surtout de tout emporter. Parce que je crois que depuis le départ, on n'a pas compris quelle était véritablement la vision géopolitique de Trump. On en a beaucoup ri, on a dit qu'elle était tout à fait, je dirais, désynchronisée, qu'elle était erratique, etc. Moi, je pense depuis le départ qu'en fait, il est revenu à ce qu'on appelle, c'était la doctrine originelle des États-Unis, au mercantilisme. Le mercantilisme, c'est une vision du monde où on dit, d'où le côté qu'on lui prête isolationniste, Oui. on dit je protège mes marchés et je suis agressif à l'égard des marchés extérieurs, tout en interdisant l'accès à mes marchés intérieurs. C'est une théorie très classique, elle a véritablement fondé au départ les États-Unis, c'est la fameuse Tea Party, quand finalement, je dirais, les colons jettent le thé anglais à la mer, et aujourd'hui, vous êtes dans une phase d'un capitalisme qui est devenu plus sauvage que jamais en raison de la raréfaction, en fait, des supports de richesse. Les fameux métaux rares, les fameuses terres rares, etc. Et donc, vous avez une Amérique qui, effectivement, a lâché l'Europe, a lâché son ambition de réguler le monde sur un plan libéral et qui s'affirme comme une puissance impériale face à d'autres empires qui sont eux aussi dans leur propre logique de prédation. Et dans cette logique de prédation, il faut surtout aussi pour les États-Unis, là il y a un volet géopolitique, faire en sorte que la Russie ne tombe pas dans l'escarcelle de la Chine, parce qu'à ce moment-là, la Chine deviendrait effectivement un rival bien trop important. Donc je dirais que ce que nous voyons comme du cynisme, et ça l'est, quelque part, n'est-ce pas, c'est malgré tout, je dirais, l'Amérique dans toute sa splendeur. C'est plutôt ça qui m'étonne, moi, c'est qu'en France, on est toujours un peu en retard d'une découverte de l'Amérique, comme si, en fait, Christophe Colomb, c'était hier soir, vous voyez, je veux dire, bon... Guillaume, est-ce que la seule question, en réalité, c'est qu'y a-t-il de plus lucratif pour les Américains? Et les Russes sont aujourd'hui les plus à même, et pardonnez-moi encore pour les expressions un peu directes, mais en mesure d'appâter en réalité Donald Trump. Ça se résume à ça, la situation et la venue de Witkoff au Kremlin demain, par exemple? Non, je crois qu'il y a fromage et dessert. Il y a effectivement pour les Américains l'intérêt économique avec les ressources russes qui sont absolument considérables. Je rappelle que la Russie était le 3e exportateur d'hydrocarbures avant la guerre. Je crois même le premier exportateur de céréales, parce que comme il y avait eu des sanctions contre la Russie après l'annexion de la Crimée, les Russes s'étaient mis à produire et à développer leur agriculture de façon spectaculaire. Mais non seulement il y a cet intérêt économique, mais il y a aussi, comme ça vient d'être dit, un intérêt stratégique. C'est-à-dire que aujourd'hui, Trump ne considère que la Russie n'est pas dangereuse, que ce n'est pas un adversaire, que c'est un problème de l'Europe, mais que ce n'est pas son problème à lui, et que son problème à lui, c'est la Chine. Et que donc l'essentiel, c'est que la Russie soit suffisamment proche de l'Amérique par des liens de business, Jean-François Colossimo le disait très bien, pour ne pas qu'elle ait besoin de la Chine. Donc le truc, il est parfait il est parfait pour les États-Unis, et il est dramatique pour nous, parce que nous, on considère que le danger russe, il demeure. Et imaginez un peu ce que pourrait être la réaction des opinions publiques si on dit... Allez, il faut faire des efforts considérables pour se réarmer face à la Russie parce que c'est notre ennemi, et que pendant ce temps-là, les États-Unis font du business comme jamais. Mais les gens vont pas comprendre. Ils vont dire, bah alors, cette Russie, elle est pas si dangereuse que ça. Et pourquoi est-ce que nous, on fait pas des affaires aussi avec elle plutôt que de vouloir prendre le risque d'envoyer nos enfants se faire tuer, comme disait le chef d'état-major des armées. Il y a là une sorte de découplage de plus entre l'Europe et les États-Unis. Je reviens vers vous, mais je voudrais qu'on reprenne la direction qu'on prenne tout court d'ailleurs, la direction de la Maison-Blanche pour vous retrouver. Sonia Dredi, vous êtes journaliste accréditée à la Maison-Blanche. Sonia, je voudrais qu'on regarde une citation de toujours ce monsieur Witkoff. C'est dans le Wall Street Journal. Il dit « Je travaille dans le domaine du règlement des transactions. C'est pour ça que je suis là. On continue de démarcher et de proposer des idées. Il s'agit bel et bien de l'émission des États-Unis dans cette discussion entre Ukrainiens et Russes. C'est parfaitement assumé, Sonia Dredi, de vouloir faire de l'argent. C'est assumé du côté de la Maison-Blanche ? Oui, bien sûr, Donald Trump voit dans la Russie une terre d'opportunités économiques. C'est surtout pour cela qu'il est pressé de mettre fin à ce conflit, pour que les Américains puissent refaire des affaires avec les Russes. Et les négociateurs américains et russes parlent le même langage, celui des affaires. Et donc, il y a eu cet article du Wall Street Journal qui a vraiment dévoilé les coulisses de cette rencontre dont on a beaucoup parlé entre Américains et Russes fin octobre à Miami. Du côté américain, il y avait Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump, et
Kouchner, le gendre de Donald Trump, et côté russe, Dmitriev, qui est notamment un ancien de Goldman Sachs et donc qui a, tout comme Witkoff, évolué dans le milieu des affaires. Et donc on a beaucoup parlé de ce plan en 28 points qui avait été élaboré pendant cette rencontre, un plan largement favorable au Kremlin. Mais ce que le Wall Street Journal explique, eh bien, c'est que selon des sources proches des négociations, ils élaboraient surtout en secret une stratégie pour sortir la Russie de l'isolement économique, avec des entreprises américaines prioritaires sur les concurrents européens dans une Russie de l'après-guerre. Et puis également, on apprend que Dmitriev à l'issue d'une réunion avec les parlementaires des commissions chargées des sujets de défense, on écoute Sébastien Lecornu. Du fait que la partie recette, au fond, du budget de l'État ayant été repoussée à l'Assemblée nationale, ça n'a pas permis à l'Assemblée d'examiner l'ensemble des crédits de défense et donc de dépenses de manière globale, mais de la défense nationale en particulier. C'est un problème démocratique, étant donné qu'on est sur une augmentation particulièrement importante l'année prochaine, plus 6,7 milliards d'euros pour nos armées, et donc je considérais qu'il était important qu'on puisse avoir un moment spécifique dédié à ces sujets. Alors, on est dans un moment où les enjeux sont considérables sur le terrain sécuritaire, on y est revenu. C'est un moment de rupture depuis la fin de la guerre froide où les risques se cumulent, les risques évidemment terroristes, les risques sur l'ensemble du continent européen, mais enfin aussi évidemment en Indo-Pacifique. On le voit bien aussi avec la situation actuellement très sensible au Sahel, avec une pression terroriste qui continue de monter, un aléa important évidemment avec une diplomatie américaine qui crée quelques incertitudes stratégiques au sein de l'ensemble euro-atlantique, et puis des engagements importants des armées françaises. Et donc cet après-midi, cette réunion nous a permis de donner un tout petit peu de visibilité sur ce qu'il y avait dans ces 6,7 milliards d'euros. Ils avaient été annoncés par le président de la République ici même à Brienne. J'étais ministre des Armées à l'époque, le 13 juillet dernier, et au fond, on ne veut pas prendre la représentation nationale en traître, on ne va pas le prendre à revers en quelque sorte, en leur disant voilà, attention, parce que cette somme-là l'année prochaine, elle est clé pour nos militaires, elle est clé pour l'entretien de nos matériels, elle est clé pour un certain nombre de commandes sur des fonctions qui sont absolument critiques et essentielles. Et ça là va durer dans le temps, puisqu'on est sur une augmentation de pratiquement 36 milliards d'euros entre 2026 et 2030. Et donc cette visibilité, on va la donner petit à petit à la représentation nationale. C'est pour ça que cette réunion avait lieu sans téléphone portable. Elle a permis de montrer les quelques éléments sur lesquels nous avions du retard, les quelques éléments sur lesquels nous avons des faiblesses. On a beaucoup parlé du retour d'expérience sur l'Ukraine. À vrai dire, le retour d'expérience en ce début d'année sur ce qui s'est passé avec l'Iran dans les différentes dimensions nous a permis de tirer des conclusions opérationnelles sur lesquelles le CEMA, la DGA a fait des propositions au président de la République et au gouvernement pour justement améliorer notre défense. Alors, si l'enjeu est absolument considérable, il l'est aussi en matière de souveraineté. Parce qu'il y a une particularité aussi française. On est ici dans le bureau de Clémenceau. Juste à côté, il y a le bureau du général de Gaulle à l'hôtel de Brienne. C'est que nous avons fait un choix depuis les années 60 qui est de dépendre de quasiment personne pour nos systèmes d'armes. C'est vrai pour notre dissuasion nucléaire, c'est vrai pour notre système conventionnel. On ne veut dépendre ni de Pékin, évidemment, ni de Moscou, mais enfin, ni même de Washington ou même d'autres capitales européennes. Ça veut dire que derrière cet enjeu budgétaire, il y a un enjeu industriel, il y a un enjeu de commande publique, il y a un enjeu de compétences, il y a un enjeu autour des 9 grands géants de notre industrie de défense, mais des milliers d'entreprises, PME, parfois même TPE, qui sont sous-traitants du secteur de la défense. Or, on a dû gérer une crise particulière en ce début d'année 2025 avec l'absence de budget, dans lequel on a des décalages de commandes importants, un décalage qu'on n'a pas complètement rattrapé, en partie sur l'essentiel, oui, heureusement, mais qu'on n'a pas complètement rattrapé. Et donc, moi, je ne veux pas instrumentaliser la question de la défense nationale sur le terrain de politique intérieure. Je ne l'ai jamais fait pendant 3 ans et demi que j'étais ici comme ministre des Armées. La ministre a la même philosophie d'approche. Mais c'est pour ça qu'on a souhaité une réunion retirée, loin des micros, sans téléphone, pour donner quand même de manière très transparente, sans mentir, sans exagérer non plus, quels pourraient être les effets du non-vote d'un budget pour l'État au 1er janvier. Et donc, la ministre s'est vue confier le soin d'imaginer un plan de contingence si d'aventure il arrivait qu'il n'y ait pas de budget, pour justement documenter les retards, ce qu'il faudrait renoncer et le donner à la représentation nationale
avant le 31 décembre pour justement que le débat soit largement éclairé. Donc ça, c'est un des points essentiels pour moi dans l'approche que le gouvernement a. Pas de 49.3, ce sont les parlementaires qui évidemment doivent décider d'un compromis autour du budget pour la sécurité sociale, autour du budget pour l'État. Dans ce budget de l'État, il y a une augmentation qui est considérable. On parle de points de PIB, de déficit public, etc. Globalement, c'est 6,7 milliards d'euros d'augmentation pour les armées. C'est pratiquement plus de 0,2 points de pourcentage de notre PIB. Donc on voit bien au fond que celles et ceux qui disent on ne veut pas plus d'impôts, je peux les comprendre. Celles et ceux qui disent qu'il faut faire des économies, je peux les comprendre. Celles et ceux qui disent qu'il ne faut pas faire d'économies, je les comprends un peu moins. Mais enfin, la réalité, c'est qu'au milieu du paramètre, il y a un budget qui, lui, est en train d'augmenter de manière considérable depuis 2017. C'est le budget de la Défense nationale. Quasiment 31 milliards d'euros par an en 2017. On est à 50,5 cette année, pratiquement 56-57 milliards l'année prochaine. Donc on le voit bien que c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus de place. Et si cette augmentation est importante pour l'année prochaine, elle continuera de l'être d'année en année, puisqu'on est pratiquement après sur des paliers d'augmentation de plus 8 milliards d'euros, plus 9 milliards d'euros. Donc je le dis sans fioriture et de manière la plus directe qui soit, c'est une question de l'augmentation des crédits militaires qui va durer, qui va s'imposer pendant la campagne présidentielle, dans laquelle il va falloir trouver aussi des éléments de cohésion, de solidarité, parce que je reste persuadé que notre souveraineté, notre sécurité, mais j'ai bien commencé par notre souveraineté, notre capacité à ne dépendre de personne, elle est un héritage de nos grands anciens, dont tous les présidents de la République, tous les gouvernements, tous les parlements depuis 1958 ont su prendre soin, quelles que soient les circonstances politiques, quelles que soient les circonstances géostratégiques. Et désormais, là, il y a un point de rendez-vous très clair, un point de clarification important, qui est de dire, au fond, est-ce qu'on est capable d'isoler la défense nationale et les questions de sécurité et de souveraineté du reste du débat politique français, et d'être capable de s'accorder sur le fait qu'on doit tous converger pour celui-ci. Donc ça, c'est évidemment le travail qu'on a commencé avec les ministres ces derniers jours, et sur lequel nous allons continuer évidemment de nous tenir à la disposition des différents groupes politiques pour trouver justement un voie de compromis sur lequel la question militaire est une question essentielle au regard de la masse budgétaire qu'elle représente. Avez-vous des questions ? Est-ce qu'il est toujours prévu de présenter la LPM actualisée d'ici la fin de l'automne, comme annoncé ? L'idée, c'est déjà de s'assurer d'avoir les crédits pour l'année prochaine, si je peux me permettre, parce qu'une programmation militaire, ce sont au fond un escalier, des marches sur lesquelles, si on rate une marche, c'est l'ensemble de la programmation qui déraille. Donc la réalité, c'est que tant qu'on n'a pas la certitude qu'on a bien un budget pour l'année prochaine, 2026, il est compliqué de se lancer dans la mise à jour de la programmation. Pour autant, si nous avons tenu cette réunion, c'est qu'on a donné déjà des éléments de cette programmation telle qu'elle est prête, telle qu'elle a été préparée, telle qu'elle est prête depuis le 13 juillet et telle qu'elle continue d'être mise à jour au fur et à mesure par la ministre, les états-majors, la DGA en lien avec nos industries de défense. Donc oui, il y a une programmation qui peut être proposée au Parlement, qui repose sur des surmarches avec des thématiques, guerre électronique, espace, trame de surface, c'est-à-dire nos bateaux de surface, la trame chasse, c'est-à-dire l'aviation de chasse. Bref, on a présenté tout ça il y a quelques instants. Le 50-1, ce débat avec ce vote à l'Assemblée nationale et au Sénat va nous permettre de voir s'il y a une volonté d'avancer ou pas sur le sujet, mais j'insiste, sans budget pour l'année prochaine, il est compliqué de continuer à programmer, c'est-à-dire à passer des commandes nouvelles, si on n'est pas certain déjà de sanctuariser, de protéger l'enveloppe pour l'année prochaine. Monsieur le Premier ministre, Louis Morino pour la tribune de l'assurance, une question sur le financement de la BITD. Nous sommes à plus de 8 mois du lancement à Bercy que vous avez réuni. Où en est-on sur les financements publics, privés, investisseurs institutionnels ? La DGA a lancé en juin un club des investisseurs de la défense. Est-ce qu'on peut avoir un point d'étape ? Oui, alors les choses ont avancé. Déjà, je pense que les banques elles-mêmes déjà ont évolué. Le premier combat qu'on a dû mener avec les ministres à l'époque, c'était de faire en sorte que l'ensemble des PME qui avaient des difficultés à accéder à des produits bancaires parce qu'elles étaient dans la filière défense, ces difficultés soient levées. Je rappelle quand même que certaines entreprises avaient des difficultés de trésorerie et leur banque leur répondait « mais vous participez à la dissuasion nucléaire française, donc vous êtes en lien avec une arme dite controversée, donc on ne peut pas vous donner de crédit ou de prêt bancaire ». Tout ça n'avait absolument aucun sens. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on a déjà réussi à repousser. Moi, je remercie l'ensemble des banques parce qu'elles ont su faire preuve de patriotisme. Ensuite, il y a la question des financements nouveaux, être capable de générer du financement, parce que tout n'est pas que de la commande publique ou du crédit public. Bon, là, la BPI
une banque publique, enfin, a montré l'exemple, et on a effectivement un certain nombre de produits d'assurance vie qui sont en train d'être proposés petit à petit. Donc là, c'est pas le gouvernement qui en est le responsable, ce sont évidemment la place bancaire et les assurances qui sont en train de le faire. Mais enfin, petit à petit, comme jadis on l'a eu sur l'environnement, sur l'énergie, sur le logement, on commence à avoir des produits financiers qui sont proposés pour financer la défense. C'est heureux parce que on a besoin d'argent privé, évidemment, pour arriver à développer des entreprises. C'est la différence entre de l'argent public pour acheter du matériel, mais l'entreprise, elle, pour monter en puissance, embaucher, avoir des investissements, être capable de faire de la R&D, d'avoir ses propres brevets, par exemple, a besoin évidemment de fonds privés, comme dans n'importe quel modèle économique. Et donc, heureusement, les lignes sont en train de bouger, mais les ministres auront l'occasion d'y revenir. On a bien compris cette volonté de ne pas instrumentaliser les questions de défense. Néanmoins, ce débat et ce vote au Parlement sur ces questions, de quelle manière est-ce que vous pensez que ça peut pousser à des votes favorables sur le budget de l'État ? Je pense que le vote du budget est une question politique et globale. Donc la seule question de la défense nationale ne peut pas suffire à emporter un vote. Je ne considère pas autre chose. La deuxième des choses, celles et ceux qui disent en revanche que l'absence de budget n'a pas d'impact, mentent. Et d'ailleurs, on l'a bien vu cette année. Tous celles et ceux qui disaient mais c'est pas grave, les mêmes parfois posaient des questions au gouvernement 3 ou 4 mois plus tard en disant mais comment ça se fait qu'il n'y a pas de commande ? Bon, là, ce que je veux, c'est que la transparence et la responsabilité soient faites en disant on a le droit dans cette démocratie de ne pas voter le budget, pas de mandat impératif, mais on n'a pas le droit de dire que ça n'a pas de conséquences, on n'a pas le droit de mentir. Et ça, c'est important parce que beaucoup de PME ont trinqué quand même de l'absence de budget, ou en tout cas de l'adoption trop tardive d'un budget. La troisième des choses, c'est qu'on ne peut pas aussi concevoir la France comme étant une île. Et que notre capacité à avoir un budget pour la Sécu dans les temps et un budget pour l'État dans les temps, surtout pour la défense nationale, est quelque chose qui sera noté à la fois par nos alliés, mais aussi par nos compétiteurs. Et donc c'est pour ça que je cherche à créer le consensus le plus grand possible autour des crédits militaires, parce qu'au fond, il y a une particularité, il y a un point commun parmi toutes les familles politiques, de LFI jusqu'au RN dans l'hémicycle, c'est que tout le monde réclame de la souveraineté. Tout le monde veut de l'autonomie, voire de l'indépendance. Et c'est aussi ce moment de clarification. On ne peut pas d'un côté dire on ne vote pas le budget des armées, pas de budget, puis dès qu'il y a une entreprise qui est en difficulté, dire qu'il faut la nationaliser. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et au fond, il y a quand même un héritage gaulo-mitterrandien dans ce pays qui mène à l'affirmation d'une volonté forte de souveraineté et d'indépendance. Je le redis, personne ne dit oh c'est pas grave, on peut faire des économies, on n'a qu'à acheter américain. C'est sûr qu'acheter des armes américaines pourrait nous mener à faire des économies. Je ne le proposerai jamais. Ce n'est pas notre histoire, ce n'est pas notre stratégie. En revanche, on ne peut pas dire aux Françaises et aux Français que pour tenir le choc, y compris au moment où il y a des ruptures technologiques importantes en matière spatiale, en matière d'intelligence artificielle, en matière de quantique, en matière de crypto, on ne peut pas dire que ça ne demande pas des investissements importants. Il y a quelque chose un peu qui ressemble à une ambiance années 60 malgré tout en ce moment, au moment où Pierre Messmer, Michel Debré, sous l'autorité du général de Gaulle, ont dû emmener des formations politiques qui étaient très divisées. Alors évidemment il y avait la question de la guerre d'Algérie à l'époque, mais enfin il y avait surtout aussi la guerre froide dans laquelle il fallait positionner la France dans cet ensemble de mondial qui était en train de bouger. Au fond, on ne peut pas décaler, on ne peut pas désaxer, on ne peut pas isoler le débat budgétaire national de la compétition internationale. Ou alors, ça revient à dire qu'on n'est plus la France, et qu'on n'est plus une puissance, et qu'on décide de renoncer à un certain nombre de nos outils qui permettent d'affirmer notre liberté. J'insiste, les crédits militaires ne sont pas là pour faire la guerre, ne sont pas là pour aller mener une agression. Ce sont des crédits de défense, de protection, de dissuasion nucléaire, mais aussi de découragement conventionnel. Et ça permet derrière aussi d'avoir un ruissellement du militaire vers le civil, parce que sur certains euros que vous dépensez en matière d'industrie de défense, vous avez un ruissellement civil. On sait tous qu'il y a une adhérence importante en matière spatiale, par exemple. Et donc l'euro que vous mettez sur du spatial militaire, vous le retrouvez évidemment sur du spatial civil. Donc au fond, c'est paradoxal, parce que je suis en train de vous dire qu'il y a des sujets qui peuvent être des sujets d'union, et en même temps, on voit bien que le compromis peut être difficile sur le budget. Mais c'est aussi un peu la méthode que j'essaie d'avoir depuis plusieurs semaines. C'est parfois de redémarrer par des sujets sur lesquels je sens qu'il y a des points communs, je sens qu'il y a des convergences. Pourquoi j'ai cité la défense l'autre jour à Matignon, avec l'agriculture, avec l'énergie ou avec la réforme de l'État, parce que de mes nombreuses consultations, y compris en privé, je vois bien qu'il y a des convergences importantes sur ces thématiques. Et donc, plutôt que de mettre toujours en avant les lignes rouges, parce que ça, pour le coup, on ne manque pas de personnes pour les mettre en avant, c'est d'essayer de mettre en avant des thématiques sur lesquelles l'ensemble des formations politiques doivent pouvoir se retrouver. C'est clé parce que c'est le budget.
Monsieur le Premier ministre, en parlant du budget, il y en a un autre qui revient à l'Assemblée demain. Vous siégerez d'ailleurs, c'est celui de la sécurité sociale. Tout à l'heure, les dirigeants socialistes que vous receviez à Matignon à la mi-journée semblaient plutôt optimistes, plutôt confiants sur l'aboutissement d'un compromis. Ils disaient que ça allait dans le bon sens. Le problème, c'est que vos alliés du socle commun jusqu'au LR semblent beaucoup moins optimistes et beaucoup plus circonspects. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ce soir pour les rassurer et tenter de trouver le point d'équilibre sur ce PLFSS? Enfin, moi, je ne suis pas là pour rassurer les gens. Les parlementaires, ils ont du pouvoir. Ils sont là pour rassurer les Français sur le fait qu'il y aura bien un budget pour la sécurité sociale dans les temps. Ils sont là pour rassurer les partenaires sociaux dans le paritarisme qu'est le nôtre, pour expliquer que les caisses pourront fonctionner. Ils sont là pour rassurer le monde hospitalier en disant qu'il y aura une visibilité sur les tarifs. Ils sont là pour rassurer les marchés financiers aussi, pour lesquels on doit beaucoup emprunter pour notamment notre modèle social. C'est bien notre problème d'ailleurs. La ministre a été ministre de ces questions. Elle pourra en parler bien mieux que moi. 23 milliards d'euros de déficit de la sécurité sociale. Et s'il n'y a pas de PLFSS, ça sera 30 milliards. Donc moi, je ne suis pas un papa qui est là pour rassurer ou inquiéter les gens. C'est juste qu'à un moment donné, chacun doit faire son job. Et moi, je veux faire le mien pour que cette deuxième lecture, parce que ce n'est pas la première lecture, c'est la deuxième lecture. C'est-à-dire que c'est la dernière ligne droite qui permet d'avoir un compromis et qui doit nous permettre justement de doter la sécurité sociale d'un budget, sachant que la sécurité sociale, ce n'est pas un objet politicien. On fête son anniversaire, 80 ans, on revient aussi à l'héritage. C'est un peu comme la défense. Il ne faut pas que la vie politique du moment, elle vienne abîmer aussi quelques beaux héritages. Or, on le voit bien, il y a un enjeu de vieillissement de la population, il y a un certain nombre de dépenses qui ne sont plus pilotées, et ça amènera des réformes importantes. On sera heureux d'ailleurs d'entendre les candidats à la présidentielle nous dire comment ils comptent faire, parce que ceux qui parfois donnent des lignes rouges ne sont pas forcément ceux qui nous ont donné beaucoup de solutions, ni de recettes, de réformes entendues et crédibles pour l'avenir, parce qu'on voit bien que ça, vous en savez rien, et moi non plus. Faites les comptes comme tout le monde, j'imagine, pour l'instant. Si on en croit les déclarations publiques des uns et des autres, ça passe pas. Si j'avais écouté les déclarations publiques des uns et des autres, je ne serais pas devant vous cet après-midi en train de vous parler comme Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, si c'est rejeté justement, est-ce qu'il y a d'autres véhicules législatifs possibles? Vous dites toujours pas de 49.3. Est-ce que vous êtes ouvert à une loi spéciale? Mais il n'y a pas de loi spéciale possible pour la sécurité sociale. Et merci de me poser la question. Ce que vous voyez, les contre-vérités et parfois aussi les échappatoires. Non. Ah non. Le prélèvement de la sécurité sociale, l'année dernière, ça avait été fait. Non, ça c'est l'emprunt pour la Sécu. Ça n'a rien à voir. Ah ben non, il n'y a pas de loi spéciale pour la sécurité sociale. Non, et sur le budget de l'État, vous avez une loi spéciale. Pour la sécurité sociale, comme le PLFSS a été inventé bien après la loi spéciale n'embrasse pas la sécurité sociale. Donc moi, je vais vous inviter à répondre, à poser cette question à celles et ceux qui vont refuser de voter le budget de la Sécu. Qu'est-ce que eux proposent une fois que le budget de la sécurité sociale ne sera pas adopté, sachant qu'il n'y a pas de loi spéciale? Donc pas 49.3 et pas d'ordonnance. Mais il n'y a pas de 49.3, je me suis déjà engagé, et une fois qu'ils auront refusé, par définition, de voter le projet de loi de finances pour la sécurité sociale, vous ne pouvez pas faire un 49.3, le match est fini. Donc je ne vous invite pas à poser la question aux membres du gouvernement, parce que nous ne pouvons pas voter, figurez-vous. Et donc je vous invite à poser la question à chaque groupe politique, en disant, mais au fond, quels sont les éléments de compromis qu'ils mettent sur la table qui permettent à la France d'avoir un budget pour la Sécu. Et je précise bien que personne ne pourrait comprendre une surpolitisation de la question de la sécurité sociale, parce qu'au fond, l'acte de voter le PLFSS, le projet de loi de finances pour la sécurité sociale, n'est pas du tout la même démarche politique que d'ailleurs aller faire passer un budget pour l'État, on le sait tous en plus dans notre histoire. Donc là, c'est sûr que il y a un moment de responsabilité, on l'a souvent dit. Moi, je respecte les opinions des uns et des autres. J'ai même été amené à endosser des idées qui n'étaient pas les miennes pour faire avancer le débat et le compromis. Mais c'est certain qu'à la fin, il faut que ça rentre dans la vie des gens. Et donc, à un moment donné, les parlementaires, ils sont là évidemment aussi pour voter, pour débattre, pour amender. Ils ont le droit aussi de se parler entre eux, entre groupes. Ils ne sont pas obligés de passer que par les ministres ou par la presse pour le faire, et qui n'hésitent pas aussi à faire leur travail de parlementaire. Je le dis avec gravité parce que je vois bien ce moment dans lequel, au fond, on se tourne vers le gouvernement en disant c'est au gouvernement de trouver la solution. Je saurai trouver les solutions à chaque fois qu'il faut, au fur et à mesure du débat. Je l'ai fait en première lecture. Je le ferai demain en allant moi-même au banc pour le début de la deuxième lecture du projet de finances pour la Sécu. Mais une fois de plus, personne ne pourra se dérober de sa propre responsabilité. Jamais sous la Ve République, un député ou un sénateur n'a autant de pouvoir. Et c'est sûrement une bonne chose, n'en déplaise à certains. Votre engagement sur le 49.3, il est ferme et définitif, même si les socialistes vous demandent de revenir dessus, vous ne reviendrez pas dessus. C'est quand même absolument incroyable de voir que pendant des années... Vous entendez le débat. Pendant des années... Non mais juste parce que j'ai beau être jeune, je suis déjà un jeune vieux, comme aiment à le dire certains. Pendant des années, tout le monde a dit passage en force. Le 49.3, c'est abominable, c'est un déni démocratique, etc. Bon, moi, j'ai jamais considéré ça. Jamais. Quand j'ai été nommé, je vous ai dit,
Il y a quelque chose de bizarre à se servir du 49.3 pour deux raisons. Un, Michel Debré l'a imaginé pour discipliner sa propre majorité, une majorité très relative, et c'est pas elle qui a besoin d'être disciplinée. On a besoin de trouver un compromis avec les oppositions. Puis la deuxième des choses, je lui dis, il y en a marre d'avoir aussi des actes qui déresponsabilisent tout le monde. Et d'ailleurs, vous le voyez bien dans les questions que vous me posez, on revient à ça. Moi, j'appelle à la responsabilité de chacun. Chaque Française et chaque Français doit savoir pourquoi il a voté pour son député aux dernières élections législatives. Ça me semble salutaire pour la démocratie représentative, même si ça agace certains. Pardon. C'est bon, merci beaucoup, merci infiniment. Je vous ai répondu. Merci beaucoup. Le message est clair de Sébastien Lecornu, le Premier ministre, à l'issue d'une réunion avec les parlementaires des commissions chargées des sujets de défense. Son message, c'est « Il faut un budget, ne serait-ce qu'au nom du budget de la défense ». Enjeu considérable, dit-il, question militaire essentielle, un enjeu même de souveraineté et qui, c'est ce qu'il dit entre les lignes, devrait plaire à LFI et au Rassemblement national, je vais y arriver. Il parle de moment de clarification. Guillaume Roquette, est-ce que tout ça peut porter? Est-ce que le message « il faut sauver le budget de la défense » peut effectivement fédérer? Malheureusement, je pense que ce qui porte surtout en ce moment, c'est la difficulté dans laquelle se trouve le Premier ministre, qui effectivement essaye, et à juste titre, de faire pression sur les députés en disant « mais soyez raisonnables, il y a une menace qui n'a jamais été aussi forte, et vous n'êtes pas capable de vous mettre d'accord pour voter au moins ce budget-là, le budget de la défense. » Le problème, c'est que, comme il le dit lui-même dans la seconde partie de l'intervention qu'on vient d'entendre, il n'a pas les moyens de contraindre les députés parce que il ne veut plus avoir recours au 49.3, cet article qui tord le bras des députés, et puis parce que sur la sécurité sociale, le principe d'une loi spéciale, c'est un peu technique, est impossible. Et vous voyez, au début de l'émission, on se disait, mais comment se fait-il que les Européens, et notamment la France, soient aussi faibles par rapport aux États-Unis dans ce conflit ukrainien? C'est aussi pour ça. C'est parce que Donald Trump, lui, il a derrière lui un Sénat, une Chambre des représentants, qui est sa majorité. Donc, en gros, il a une très grande liberté de manœuvre. Et nous, en France, on a un président de la République qui, effectivement, veut être partie prenante des discussions, qui s'entretient avec Volodymyr Zelensky, mais quelques minutes après, on voit son Premier ministre qui dit « S'il vous plaît, donnez-moi un budget, et un budget militaire », ce qui montre bien la fragilité. Je voudrais qu'on avance sur une toute autre question. Nous reviendrons bien sûr sur ces mots du Premier ministre dans quelques instants. L'OTAN peut-elle frapper la première? C'est une petite phrase qui s'est glissée dans les colonnes du Financial Times, mais c'est un coup de tonnerre. C'est un petit séisme quand même ces dernières heures. L'amiral Giuseppe Cavo Dragone, c'est l'officier militaire le plus haut de l'Alliance, il a déclaré qu'une frappe préventive pourrait être considérée comme une action défensive. Il faut dire qu'il était interrogé sur le sujet. Mais il ajoute, c'est plus éloigné de notre façon normale de penser et de se comporter. Mais il déclare qu'une frappe préventive pourrait être considérée comme une action défensive. Jean-François Colosimo, pourquoi je vous vois taper déjà du poing sur cette pauvre table qui ne vous a rien fait? Il dit un peu plus loin, il dit pire que ça. Il dit, bon, évidemment, ça pose beaucoup de questions juridiques. Ah ben oui, monsieur le... C'est quoi, il est monsieur l'amiral. Ça pose plus que des questions juridiques, parce que, je veux dire, il y a un droit de la guerre, il y a un droit de la guerre juste, et je vois pas très bien comment on pourrait faire du préemptif, ce qui était tout à fait la doctrine, d'ailleurs, de Bush Junior, n'est-ce pas, et des néoconservateurs, qu'une guerre pourrait être préemptive, c'est-à-dire que, comme on pressent la menace, avant même qu'elle s'exerce, on y répondrait. Alors, s'il entend ça, là, on est totalement hors clou. Et évidemment, les moscovites, les Russes ont beaucoup, évidemment, de facilité à crier au loup, eux qui sont des agresseurs caractérisés, bien sûr, n'est-ce pas? Alors, en fait, la vérité, c'est que comment est-ce qu'on fait pour cantonner, mais là, le colonel Goya va nous dire, comment est-ce qu'on fait pour cantonner le fait que dans la guerre hybride, les Russes recourent à des tas de méthodes de déstabilisation qui font qu'on devrait être à même de leur envoyer un message pour leur dire « stop ». Vous voyez, c'est plutôt ça la question qui me semble être derrière, sous votre contrôle, colonel, mais c'est comment on leur dit stop et comment on les intimide pour qu'ils n'aient pas envie, tout de même, je dirais, de créer le désordre et d'espérer le chaos qu'ils espèrent créer, c'est surtout ça aussi, politique. Comment est-ce qu'on les cantonne, comment est-ce qu'on les délimite, comment est-ce qu'on les contient? Voilà, c'est ça la véritable question. Alors il y a des exemples en Baltique.
on en parlera peut-être, sur la mer Baltique, on a quadrillé la mer, enfin les puissances de la mer Baltique, c'est-à-dire principalement les pays baltes, les pays scandinaves, l'Allemagne et la Pologne, n'est-ce pas, on réunit des forces de manière à ce que on puisse garantir autant que possible que la Russie ne va pas attaquer les infrastructures sous-marines, entre autres, évidemment, tous ces grands canaux de communication, les câbles, etc., etc. Voilà, bon. Donc, en fait, on occupe du terrain. Jusqu'où est-ce qu'on peut occuper du terrain? Est-ce que, par exemple, on peut aller jusqu'à l'actuel front et placer des troupes? Là, ça semble quand même un peu plus compliqué déjà, et pourtant, on n'est pas dans l'acte préemptif. Alors, je pense que vous évoquez la mission Baltique Sentinelle, c'est ça? Avec, on avait des avions, des drones qui avaient patrouillé en mer Baltique, et ce même officier le plus haut gradé assure que ça a suffi à stopper les actions de la Russie. Donc, il faut qu'on continue dans cette ligne-là, même plus fort. Vous savez très bien, beaucoup se disent c'est trop risqué. Jusqu'où pouvons-nous aller? Parce que nous avons des limites aussi de droit, éthique, morale. On va faire retomber la température un petit peu quand même. D'abord, il faut rappeler que l'amiral Dragon, il n'a aucun pouvoir. Il est juste président du comité des chefs d'état-major des armées. Donc il y a les 32 chefs d'état-major des armées qui se réunissent, qui sont en contact, dont le général Mandon, et ils sont là juste pour faire du conseil. Et conseil, le décideur, c'est le Conseil de l'Atlantique Nord. Donc c'est les politiques qui décident des choses, et les décideurs opérationnels, ceux qui dirigent les armées, concrètement, c'est le SACEUR. C'est le patron américain, toujours américain, qui prend ses ordres au moins autant chez les Américains qu'aux États-Unis qu'au Conseil de l'Atlantique, et qui, lui, va manipuler les opérations. L'amiral Dragon, là, il est juste là, dans un rôle de conseil. Il dit, tiens, on devrait effectivement peut-être être un peu plus agressif vis-à-vis des Russes. Et ensuite, deuxième élément, c'est qu'effectivement, on ne parle pas question de dire on va bombarder la Russie dès qu'on voit les prémices d'une invasion ou quoi que ce soit. Pas du tout. On reste dans le domaine sous le seuil de la guerre, on reste dans le domaine pour moi, très improprement appelé guerre hybride, ce qu'on appelait avant la subversion, qu'on appelait, ou éventuellement la guerre clandestine. On reste dans ce domaine-là. Et il dit, voilà, on est attaqué dans tout ce qu'on appelle les espaces communs, là aussi, le cyber, sur les eaux, il y a des intrusions aériennes, voilà, et il nous titille. On peut parler aussi de l'influence, on peut parler d'influence politique. Voilà, on est agressé de plein de manières par les Russes. Et donc, il pose la question que l'on se posait également pendant la guerre froide, comment on fait pour faire face à ça? Est-ce qu'il faut être... il faut être peut-être plus agressif, plus offensif, mener nous-mêmes des cyberattaques, par exemple, ou comme on faisait pendant la guerre froide, on fait du jeu d'influence. Les Américains ont fermé Radio Free Europe et The Voice of America. Ça, c'était des instruments d'influence. Ça, oui. Mais alors, le cyber, faire comme les Russes sur le cyber, on peut jouer. On le fait interdit. Non, mais ça, on le fait d'ailleurs. Mais on ne peut pas avoir les mêmes armes. On voyait dès vendredi sur ce plateau que, par exemple, les Italiens réfléchissaient à des comités avec des hommes mobilisés pour des cyberattaques et être beaucoup plus proactifs sur le sujet. Juste vous donner une réaction de la Russie, parce qu'elle est arrivée par la voix de la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Madame Zakharova. Elle a vivement critiqué, bien sûr, ses commentaires, les qualifiant de démarches extrêmement irresponsables et indiquant que l'Alliance est prête à continuer à s'orienter vers l'escalade. Elle déclare que Moscou interprète les remarques de l'amiral comme une tentative délibérée de saper les efforts visant à surmonter la crise ukrainienne. Et puis elle avertit que les personnes qui font de telles déclarations devaient être conscientes des risques et des conséquences possibles. Charles Livaud, merci beaucoup d'être avec nous et d'être resté avec nous, puisqu'il fait très froid. Là, vous vous trouvez depuis Moscou. La question, elle va être très simple. Craint-on une frappe préventive du côté de Moscou ? Alors, cette frappe préventive, en tout cas, elle a beaucoup fait parler. Vous avez parlé de cette réaction-là. Elle a aussi fait parler la population. Moi, je suis allé voir des Russes pour leur poser la question, savoir si eux considéraient qu'il y avait un risque. Et ils prétendent que oui, l'OTAN est considérée aujourd'hui comme un ennemi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez un message des autorités russes qui ne cesse de présenter l'Europe et l'OTAN comme l'ennemi de la Russie. L'OTAN qui n'est d'ailleurs même pas considéré simplement comme un partenaire logistique et financier de l'Ukraine, mais comme partie prenante à ce conflit. Et donc, eux-mêmes se considèrent en danger vis-à-vis d'eux. Et surtout, ils seront prêts, vous l'avez entendu à travers les propos de Maria Zakharova, prêts à réagir en cas de menace. Merci beaucoup Charles Livaud depuis Moscou. Merci beaucoup d'être resté avec nous. Je voulais vous soumettre une autre phrase de ces dernières heures qui a pas mal marqué les esprits. Tout brûler
jusqu'à la Manche et au-delà. C'est ce que rapporte la revue Grand Continent, la revue officielle de la diplomatie de Poutine, et c'est très sérieux. Et je crois même, sauf erreur de ma part, qu'elle est sous l'égide de Sergueï Lavrov. Donc autant dire que c'est une communication quasiment du Kremlin. Cette revue officielle, elle vient de publier un appel au sang. Les pays occidentaux écoutent mieux lorsque les troupes russes mettent le pied à Paris ou Berlin, tout brûler jusqu'à la Manche et au-delà. Et moi, je vois des personnes qui commencent à réagir et qui disent: finira-t-on par prendre au sérieux ce qu'ils ne cachent plus, les Russes? Faut-il l'entendre et désormais prendre au pied de la lettre ce que fait savoir le Kremlin par sa propagande? Alors je pense que le but de cette propagande, c'est pas de mettre le feu jusqu'à la Manche. Le but de cette propagande, c'est de nous intimider, que nous intériorisons finalement la capacité de la Russie à mener la guerre jusque chez nous, ce qui semble, en l'état des choses aujourd'hui militairement, assez improbable, mais que nous soyons en quelque sorte domestiqués, que la peur finalement l'emporte chez nous sur le courage, que finalement l'angoisse l'emporte sur la lucidité, et que en fait nous en soyons à nous dire où s'arrêtera la Russie, donc faisons en sorte qu'elle ne vienne jamais chez nous. Et quel est le prix? Laissons-lui l'Ukraine, laissons-lui l'influence sur les anciens pays du pacte de Varsovie, abandonnons-lui la moitié de l'Europe. Tout ça n'est pas très grave, parce que comme ça, au moins, il n'y aura pas d'incendie jusqu'à la Manche, parce qu'en fait, nous ne savons plus véritablement. Et je crois que ce sont des maîtres dans cette forme d'intimidation, et moi, je pense qu'en fait, ce qu'il faut leur répondre, c'est que oui, enfin, ce qu'il y a de sûr, je sais pas, jusqu'à la Manche, je sais pas, l'incendie, jusqu'à la Manche, je sais pas, mais Moscou a déjà été incendié, oui. Merci beaucoup. Je donne un rendez-vous à nos téléspectateurs. Pierre Lévin, ancien ambassadeur de France en Russie, et l'invité de David Pujadas, c'est dès 19h10. Merci Jean-François Colossimo d'avoir été avec nous. Merci à vous. Guillaume Roquette, Magali Barthez, le colonel Goya, bien évidemment. Merci à vous de nous avoir regardés.